Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Fernand Lopez, c'est le King et je suis le G. Bonjour Fernand. Salut mon ami, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Écoute, aujourd'hui on va parler du MMA africain et notamment de Rogrog ou Marken que tu avais vu lors de ces, enfin que tu avais vu. Tu avais pleinement participé à ses débuts en MMA lors de RSFC 1 et là qui a fait son deuxième combat donc dans la discipline O1FC face à Alain Ngalani. Qu'as-tu pensé toi de sa performance? Excellent. Je pense que pour être prudent, c'est encore très tôt pour pouvoir décider s'il est, de pouvoir déclarer que c'est un prospect mondial ou que c'est un tueur ou voilà. Mais cependant, il a fait une prestation décente, correcte, dans le sens où il affronte quand même un mec assez expérimenté que je connais bien. C'est un ami, Alain Galani. J'ai été au lycée avec. Euh, Ok. J'ai été au lycée avec, c'est purement le MMA africain. Là. Alain Galani, il a été au lycée général de Claire avec moi. Du coup, euh, du coup, oui, il réussit à gérer les kicks, donc l'envie d'Alain Galani de le kicker, de le mettre mal à l'aise. Il est patient au début, c'est ça qui est bien, tu vois. Il est patient, il gère la distance, contrairement au combat précédent qu'on a eu à Dakar au Sénégal. Ensuite, quand il sent l'opportunité, il s'engouffre, il va au clinch. Bon, on sait qu'au clinch, tôt ou tard, il va gagner le clinch, donc il finit par le gagner, il fait tomber. Et là, il se retrouve à ce qu'on appelle dogfight. OK, ils sont en mode Weezer, où il y a un qui a la jambe de l'autre côté, l'autre qui a la jambe de l'autre côté, ils sont en opposition, et il réussit à prendre le dessus avec l'épaule et à marteler avec des coups, des frappes à la tête, et puis finalement, la bite s'interpose. Donc, belle performance pour un mec qui n'a que 2 combats en MMA et qui se retrouvait face à un vétéran, tu vois, un mec qui a vraiment fait de gros combats au NFC. Et pour toi aujourd'hui, donc c'est, on va dire, qu'est-ce qui fait que tu ne t'enflammes pas ou tu te dis, bon, il y a encore quelques petites interrogations pour cette transition MMA? Il faut rester juste un peu prudent parce que le transfert d'habilité motrice, c'est très compliqué d'une discipline à l'autre. Il montre qu'il progresse beaucoup, donc on est dans la progression. Il montre que il apprend le MMA. Les postures qu'il a, il n'y a pas ça en lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise n'a pas ce type de grand pound. La lutte sénégalaise n'a pas ce type d'arraché qu'il a fait à Sofiane Boukishou pour sortir de la clé. C'était un triangle, c'était voilà, C'est de la Kimura. Kimura, ouais. voilà. Et donc, on sait on sait qu'il y a quelque chose qui est correct. Maintenant, on n'a pas vu tous les versants. On ne l'a pas vu en échec sur la lutte. C'est-à-dire qu'on sait qu'il gagne par la lutte. On ne l'a pas vu en échec face à quelqu'un qui est capable d'éviter sa lutte. Mais c'est pour ça que je suis prudent. Mais très rapidement, sur les 2 prochains combats, on saura. On saura s'il est fait pour l'élite, puisque un poids lourd normal, aujourd'hui, avec trois combats, on sait si tu es éligible pour l'UFC ou pas, quoi. Enfin, à ce moment de sa compétition, il pourrait déjà accéder à l'UFC, tu vois. Enfin, donc, je reste juste un peu prudent, mais il montre des choses bien. Et pour toi, est-ce que globalement, on pourrait avoir d'autres grogs? Parce que c'est ça la grande question finalement. Parce que toi qui as un réseau énorme, bien évidemment, des scouts un peu partout dans le monde, on se dit quand est-ce que le MMF africain, on va avoir ce vrai takeover? Parce que l'UFC Dana White, ça fait un moment qu'il en parle aussi, mais on a l'impression que ça, on va dire que ça prend quand même pas mal de temps avant qu'on ait, tu vois, beaucoup de talents qui émergent vraiment. Il y a 2 côtés de l'histoire. La première, c'est que administrativement, sur le papier, l'Afrique, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or dans le sens où il y a 1,2 milliard d'Africains. On sait que d'ici 30 ans, 50% de la population de moins de 30 ans sera africaine. Mhm. Ça veut dire 50% de potentialité de chance d'avoir des bons combattants, 50% de potentialité d'audience, parce que voilà, on sait que de 18 à 30, c'est un peu, même de 14 à 30, c'est un peu l'audience du MMA. Les indicateurs montrent que c'est un terrain propice pour le pay-per-view. On sait Mhm. que l'organisation IFC en Afrique du Sud qui a sa 20, non, sa 84e édition. Ils ont eu leur 85e édition
annulé en avril, quand nous aussi on a annulé à cause de la pandémie. Mais sinon, ils sont en 84 éditions. On sait que entre 2016 et 2018, ils ont fait à peu près 21 millions de téléspectateurs. On sait que l'UFC a signé un deal de ouf de plusieurs années avec, ça s'appelle Super Sport. Super Ok. Sport, c'est une grosse, un groupe panafricain de chaînes de télévision qui est basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, et qui permet par satellite de diffuser l'UFC sur toute l'Afrique et qui couvre toute l'Afrique subsaharienne. Donc, ce sont des indicateurs d'engagement pour l'UFC. L'UFC s'engage et met des sous pour diffuser et pour vulgariser le MMA en Afrique parce qu'on sait qu'il y a quelque chose. On voit bien qu'il y a eu déjà plusieurs championnats du monde amateur en Afrique, notamment en Afrique du Sud, organisés par l'IMAF. Donc, sur le terrain, enfin sur le papier, on voit que c'est un marché qui va devenir quelque chose de surpuissant. Maintenant, d'un autre côté, on a la réalité qui est qui sont les infrastructures. Les Africains n'ont pas, ne serait que pour le football, les Africains n'ont pas assez de stades de football. On construit des stades de foot en fonction des championnats, des Coupes d'Afrique des Nations. Donc, quand il y a une Coupe d'Afrique des Nations, le pays qui sera le pays qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations a un certain nombre de stades construits progressivement. Alors, je ne vous parle pas de clubs, de MMA. Si on avait la chance d'avoir des trucs comme un PI, UFC Performance Institute. Voilà, si on avait ça quelque part à Lagos, par exemple, au Nigeria ou au Cameroun ou en Afrique du Sud, bah, on verrait vraiment de l'émergence de quelque chose parce que quand je vous parle d'infrastructure, je ne vous parle pas juste de la structure et de l'immeuble, je vous parle de la connaissance sportive, de la connaissance d'enseignement sportif. Les universités et les écoles en Afrique sont où il y a des savants, des personnes qui sont très cultivées, qui ont étudié sur le domaine du sport et que vous pouvez vous parler de la physiologie, de la biomécanique et assurer dessus. Cependant, la pratique en privé, dont les investisseurs qui vont investir pour des gyms privés, c'est un peu le désert. Du coup, la qualité d'enseignement n'est pas top. Du coup, on a du mal à faire du vrai transfert d'habilité motrice. Trouver des personnes, tous ceux qui ont déjà vu des personnes transférées d'un sport de combat olympique vers un sport de combat comme le MMA, c'est assez complexe. Vous voyez tout ce qu'il y a comme monde, comme judoka qui fait le MMA, comme lutteur qui fait le MMA, il y a très peu qui percent sérieusement. Cejudo, c'est un magicien qui est capable d'avoir eu l'or aux Jeux Olympiques et avoir l'or à l'UFC. Donc, parce qu'on sait qu'au final, aller sortir des champions comme ça, c'est compliqué. Moi, je suis en pourparlers avec pas mal d'Africains, même des Sénégalais. Il y a ceux qui sont un peu curieux de la lutte sénégalaise. Il y a des jeunes de la nouvelle génération. Vous connaissez beaucoup les anciens, les Tyson, les Bombardiers. Mais il y a une nouvelle génération avec des mecs comme Frank, ou qu'on appelle Frankie, qui sont des bons lutteurs, qui ont été de la génération de Regreg, qui ont même mis Regreg mal à l'aise sur des compétitions de lutte, qui sont en train de passer sur le MMA. Il fait déjà la boxe à côté. Je suis en contact avec 3 Africains poids lourds qui vont s'installer à Paris bientôt pour pouvoir éviter les déplacements et les restrictions d'aller-retour pour l'organisation ARES, sur l'organisation sur laquelle je suis directeur sportif. Donc, l'idée, c'est d'avoir... ça reste une organisation afro-européenne et l'idée, c'est d'avoir quelques Africains natifs de là-bas, mais qui vont immigrer pour pour une période donnée pour pouvoir enchaîner quelques combats. Et donc, toi, aujourd'hui, vas-y, pardon. C'était plus pour la lutte sénégalaise. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que c'est, on va dire, le sport qui permet d'avoir les plus grandes, on va dire, facilités pour une transition vers le MMA dans ce qui se passe actuellement? Je ne suis pas convaincu. Avant qu'il y a eu quelques combats de lutteurs sénégalais, notamment
HFC, c'est ça? C'était quoi l'organisation en Suisse Oui, où SH, SHC, oui. voilà, SH. Le SH à l'époque a fait un événement de MMA où il y avait du combat de. C'était pas terrible. La Mm. qualité, le transfert d'habilité, c'est dur. Déjà c'est des mecs qui sont oversize. C'est Mm. des mecs qui font 160 kilos quand on C'est ça. demande d'être à 120 kilos maximum. Ouais. Le poids maximal qu'on puisse avoir pour un combattant de MMA, c'est 120 kilos, 265 pounds. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur transfert. Je pense qu'ils partent avec beaucoup de qualité. Je pense que la génération au-dessus n'aura pas de chance de percer. Même la génération de Ruruk, il y aura quelques-uns qui vont percer. Ouais. Et Mhm. ceux qui viennent en dessous, qui commencent à vivre la lutte avec la culture MMA en parallèle, vont devenir la véritable pépinière pour aller percer sur le MMA. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'est pas question de dire la boxe est le meilleur sport pour les transferts d'habilité motrice, la lutte, le machin. Il n'est pas question de ça, même si on sait que les lutteurs dominent globalement. Mhm. Je pense simplement que il faut avoir le bon coach, le bon enseignant, ou en tout cas la bonne méthodologie pour pouvoir faire glisser et donner les compétences au mec pour qu'il aille rapidement gagner les compétitions. Moi, c'est mon point de vue, c'est ma philosophie. Ma philosophie, c'est de dire que pendant que certains vont réfléchir en disant, avant qu'il aille à l'UFC, je dis qu'il ait toutes les armes. Mhm. Moi, je réfléchis en, je vais le mettre prêt pour l'UFC tout de suite. Prêt pour l'UFC veut dire arranger et maquiller pour qu'il soit prêt pour l'UFC. Ça veut dire je vais cacher certains aspects Mhm. de ses points faibles et le pousser pour qu'il aille à l'UFC. Quand il est sur place à l'UFC, je vais le former pendant qu'il est à l'UFC. Quand Fazingano est arrivé à l'UFC, il n'était pas techniquement complet et prêt pour l'UFC. Mais c'est le chemin le plus court qui permet qu'on évite des accidents qui font que des personnes comme Zoumana Sissé n'arrivent pas à l'UFC. Mhm. Parce que Zoumana Sissé, au moment où il bat Francis, il est à 7-0. Ouais. Francis est à un combat, une victoire, une défaite. Mais le chemin de Zoumana va pencher parce qu'il ne va pas tout de suite à l'UFC, il ne se positionne pas quelque part où il peut être organisé. Mhm. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'un mec comme Cyril Gane, quand il arrive sur le marché, avec les armes de Muay Thai qu'il a, que je le fasse passer au très haut niveau. Je vais me débrouiller pour que je ne donne pas l'occasion à ses adversaires de pouvoir découvrir ses points faibles. Et ensuite, le pousser sur le marché. Ensuite, là-bas, il va grandir, il va apprendre. Et s'il y a un accident, comme il y a eu un accident à Alain Bodo, bah, l'accident se passe à l'intérieur, mais il a déjà des combats qui sont prévus. Mhm. Donc, c'est un peu ma vision des choses, c'est de dire que dans un premier temps, trouvons juste la méthodologie et le bon entraîneur ou la bonne méthodologie pour qu'on on permette que les gars gagnent en pro. Si le mec est fait pour la filière amateur, on le gagne en amateur. Mais s'il est fait pour être pro, qu'on le passe tout de suite en pro et qu'on l'active. Ouais, complètement. Et plus globalement, on va dire, là, c'est plutôt moi au niveau de l'impact, on va dire, culturel, parce que c'est vrai que avec les succès de Francis, d'Israël Adesanya, Kamaru Usman, il y a certaines personnes qui commencent à dire qu'effectivement, le MMA, ça y est, il commence à s'implanter dans les médias, tout ça, puis les gens découvrent ça aussi en Afrique. Est-ce que toi, qui vas bien évidemment sur le terrain, est-ce que tu as vu ça aussi, où les gens maintenant se mettent à se dire aussi, bah, je fais de la lutte sénégalaise, mais maintenant, avec l'UFC, ça va m'offrir de nouvelles opportunités, et que tu as un petit peu effet toute proportion gardée, bien évidemment, un Coupe du Monde 98 où tu as une espèce de mode et tu as des jeunes qui découvrent le sport qui disent on veut en faire. Oui, oui. Le MMA, l'arrivée d'Ares, notamment sur Dakar au Sénégal, a redonné un coup de boost à la lutte sénégalaise. Je suis au contact direct avec les lutteurs sénégalais. Je reçois en moyenne une dizaine de contacts de lutteurs sénégalais qui me proposent leur service en tant que combattant toutes les semaines. Vraiment, alors, ça va de tout. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a des personnes, bon, déjà, les personnes, elles vous envoient des photos et des vidéos en train de faire de shadow.
Vous avez compris qu'elles sont loin de comprendre ce qu'il faut pour pouvoir se vendre. Vous avez compris qu'elles n'ont pas, voilà quoi, elles ne comprennent pas le game, elles n'ont pas, si vous leur dites Sherdog, elles vous disent de quoi vous parlez, quoi. Enfin, je sais quoi Sherdog. Et donc, très difficile de les évaluer tout de suite. Mais il y a un gros boom en fait pour ces lutteurs-là parce qu'ils luttent pour faire du MMA et ils font du MMA parce qu'ils sont lutteurs ou en tout cas il y a une corrélation entre les deux qui booste la discipline. Ce qui booste surtout la discipline, c'est aussi ces athlètes dont on a parlé. Il faut savoir que là actuellement l'UFC a quasiment un peu plus de 600, si on compte ceux qui vont s'arracher bientôt, sur le roster, 600 combattants. Un peu plus de 600, je ne suis pas précis dessus. Et il y a une quinzaine ou une vingtaine qui sont d'origine africaine. Je vous dis quinzaine, vingtaine parce que je n'ai pas la certitude de qui a été coupé ou qui a été re-signé récemment. Il y a plein de noms, de prospects notamment venus de l'Afrique du Sud qui sont en voie de signature. On a commencé avec des athlètes comme Don Marge. Oui, complètement. Qui a battu Parisiam, voilà, qui vient avec le discours de dire moi je souhaite que le MMA en Afrique devienne je vais amener le MMA en Afrique comme Adesanya, en Afrique du Sud comme Adesanya l'a fait ailleurs au Nigeria ou quoi que ce soit. On a pas mal rien que de l'Afrique du Sud, on a Dricus qui vient de signer et qui a fait, je crois qu'il a eu 2 bonnes victoires à l'UFC. On a une invasion de Nigériens. Ousmane Camaro gagne la ceinture. 7 mois après, Adesanya gagne la ceinture. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a que 10 titres mondiaux à l'UFC? 10 titres mondiaux. L'Afrique a déjà pris 2 titres mondiaux et en voie de prendre le 3e titre mondial avec Francis Ngannou. Ça veut dire que l'Afrique, avec 1 milliard de personnes, ou avec 11 personnes, 15 personnes sur 600, est en train de prendre le tiers du marché des ceintures. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble? C'est-à-dire que, sans compter, il s'appelle comment? Sofik, un autre Nigérian qui a signé. Voilà. Il y a Kennedy, un autre Nigérian. Sans compter Abdul Razak, le Ghanéen, qui a eu des problèmes, je crois en 2018, il a été accusé de viol et puis il a eu son procès en 2020 et puis il a été acquitté. C'est ça. Il était sur, je crois, 7 victoires consécutives et finalement, il se retrouve avec 2 défaites là parce qu'il a été perturbé par tout ce truc où il a eu une histoire consentante avec une jeune fille mais qu'il a accusée. On a quoi d'autre? Les frères Azaïta. Du Maroc, complètement. Othman Azaïta qui a été coupé de l'UFC récemment. Et Abou suspendu pour 7 mois. Ouais. Voilà, et Abou Azaïta qui a eu ses combats annulés. Mais en tout cas, ce sont 2 grands prospects puisque l'un était le petit Othman Azaïta est 41 mondial. Alors que le grand Abou Azaïta est 78e mondial. Il est à 13-1 ou 13-2. Non, 14-2. Et puis son petit frère est à 13-0. Ouais. Donc, c'est des personnalités du MMA africain. Il y a eu beaucoup d'autres qui il y a Hakim Daoudou aussi, qui est nigérian aussi, également. Voilà. Hakim Daoudou qui a battu le coéquipier de Habib, je ne me souviens plus de son nom. Ça. Il y a un Camerounais qui est un poids lourd léger, là, qui est passé sur les contenders. Voilà, et qui c'est un excellent procès. Il est sur 2 victoires à l'UFC. On a quoi d'autre? En Afrique du Nord, on a bien entendu l'Algérien, le franco-algérien qui vit au Canada, que j'ai signé sur Arès. Oui. Nordin Taleb. Oui, Nordin Taleb, complètement. L'ancien gars du corps de Neymar. C'est ça. On a
moi, dans ma tête, on va voir bientôt le retour de Faisal Youssine chez les poids lourds. D'accord. Faisal Youssine qui était un très grand prospect du Cage Warrior à 84 kilos. Je pense que c'est une forte valeur ajoutée de l'Afrique. Dans le passé, on a tous ces grands noms dans la lignée d'Alain Galani, comme Ramos Oukudjou, qui a fait des merveilles au Pride à l'époque. On a Donald Parfait, je suis sûr que tu ne le connais pas. Pas du tout. Donald Parfait, c'est un Camerounais qui a battu Jeff Monson quand il était à son prime en Russie. Okay. Et qui est d'ailleurs passé à Paris, qui vit maintenant en France et tout, par le biais du MMA Factory. On a, voilà, il y a du monde. Il y a du monde, il y a vraiment du monde qui se fait connaître maintenant, sans compter des petites organisations. Sur l'Afrique du Sud, on doit avoir 7 petites organisations, rien qu'en Afrique du Sud. Dans ce coin-là, il y a aussi pas mal d'événements qui se mettent en place. L'Égypte fait pas mal de compétitions, le Maroc fait quelques compétitions. Le Cameroun fait beaucoup de compétitions avec le CFC. Ils ont fait leur 11e édition là récemment. Ils vont faire la prochaine édition en mars. Il y a un éveil sur le MMA africain. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui vont dorénavant vers ce sport parce que ça devient quelque chose de réflexe, d'automatique. Et là, moi, c'est ma question parce que bon, Fernand Lopez est très bon en name dropping. Donc, s'il ne devait y avoir qu'un seul nom pour la suite, bien évidemment, où les gens, pour l'instant, soit ne connaissent pas, ou soit se disent oui, on l'a un petit peu repéré, mais quel est le gars qui va même pas percer, mais tu vois, qui va vraiment exploser là? Celui qui va exploser, là, non, je n'ai pas de nom particulier. C'est-à-dire que celui qui va exploser, même si vous considérez déjà qu'il est connu, c'est Francis Ngannou. Oui. Bah oui. C'est-à-dire que bon, il n'a pas encore eu sa ceinture, il va l'avoir et il va exploser. Enfin, c'est inévitable. Il est au centre de l'Afrique, il est connu. Bon, je pense qu'il va exploser. En termes de nouveau, c'est dommage que j'oublie le nom de Tafon. Il s'appelle Tafon, le Camerounais. Oui, le Camerounais exactement. Tafon, Au contender. Il est vraiment à regarder. Regret aurait pu exploser si on n'avait pas eu ce ralenti avec Ares. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans la bonne organisation. D'accord. Oui, alors, passerelle parfaite. J'avais une dernière question. Alors, on va commencer donc par la dernière question que j'avais sur le MMA africain, et justement, toi, ton expertise là-dessus, parce que c'est vrai que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu disais justement que tu allais faire venir des poids lourds, et c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, que c'est plus simple de faire exploser des poids lourds qui ont peu d'expérience à l'UFC directement et gérer parfaitement leur carrière, plutôt que, c'est vrai, des catégories où il peut y avoir peut-être plus de monde, mais quelles sont un peu les raisons qui font que pour toi, c'est plus simple, on va dire, de prendre quelqu'un, enfin, je vais pas dire par la main, mais tu vois, de vraiment le guider dans sa carrière de A à Z en poids lourd plutôt que dans d'autres catégories. Et ensuite, on parlera du ONE FC. Ok, donc là, il est question de poids lourd. Ouais. Le marché, c'est une affaire d'offre et de demande. Le marché aujourd'hui, il se résume pour le matchmaking et pour Mick Mena à l'UFC a le boulot le plus facile et le plus gentil par rapport à Sean Shelby. C'est pour ça que ceux qui connaissent un peu le milieu savent que Sean Shelby est un peu plus énervé, un peu plus nerveux, alors que Mick Mena est un peu plus joyeux, heureux, happy et assez ouvert. Mick Mena à l'UFC s'occupe des catégories 84 kilos, 93 kilos, non, moins de 84 kilos, ce qu'on appelle 185 pounds, moins de 93 kilos, moins de 205 pounds, moins de 265 pounds qui sont les poids lourds, donc moins 120 kilos. Et ensuite, il s'occupe de toutes les catégories de filles. Et au milieu de ça, il y a Sean Shelby qui gère toutes les autres catégories. C'est super compliqué pour Sean parce que dans ces catégories, c'est saturé. Alors que chez Mick, les poids lourds, même les middle, déjà, ils ne sont pas très nombreux. Les talentueux techniques, il y en a très peu. Plus c'est lourd, moins c'est technique. Le Rossel, il est
petit et donc on peut organiser quelque chose, on peut avoir une visibilité sur ce qui va se passer. Regardez un peu le cafouillage qui se passe à 70, moins de 70 kilos aujourd'hui après le départ des Khabib. C'est un bordel. On ne sait pas où ça va aller parce qu'il y a tellement de monde qui font la queue, c'est terrible. Alors que chez les poids lourds, on voit à peu près clair. On sait à peu près où ça va là. On sait, quand on voit que Cyril est sur le main event, sur le prochain UFC, on capte à peu près vers où ça va. Les filles, c'est pareil. Il est plus facile de manager une Véronica Macedo, une Rislen Zouak si elle est passée à l'UFC. Malheureusement, voilà, elle n'est pas passée à l'UFC et puis on va en parler tout à l'heure s'il y a encore de la place. Mais en tout cas, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il est plus gérable, plus facile d'aller gérer les catégories. Il y a moins de monde. 61 kilos, vous avez vu Zara Faye, une autre française, elle a affronté tout de suite deux bombes atomiques, quoi, et puis y compris la challenger de la prochaine ceinture, celle qui va combattre pour la ceinture. Megan Anderson a affronté Zara, alors que Zara venait à peine d'arriver. Ça vous montre combien de fois il y a de la place dans cette équipe. C'est simplement ça qui fait la différence. Ce que je veux dire, c'est que dans le choix de Regreg, et je pense surtout le choix de son entourage. Je pense que ce n'est pas un fin choix. On voit tous les poids lourds qui sont passés par le ONE FC. Ce n'est pas une organisation de poids lourds. C'est une organisation de petites catégories. Et en termes de communication, ça se noie dans l'Asie. C'est que, ne serait-ce que les compétitions, on ne comprend même pas. Il y a des compétitions qui sont faites et qui sont cachées et on découvre qu'elles sont faites 2 semaines après. C'est-à-dire que il y a des gens pas diffusé en direct, ouais, c'est ça. Voilà, je manage Yoshiki Nakara, un très bon prospect japonais à 70 kilos qui combat au ONE FC. Quand le combat se termine, avant le combat, on nous demande de ne pas communiquer. Après le combat, on nous dit de ne pas communiquer et d'attendre. Et en fait, on communique 3 semaines après, 2 semaines après, parce que voilà, on ne sait pas ce qu'ils essaient de faire exactement, on ne comprend pas tout. Mais en tout cas, il n'y a pas assez de lumière. Vous avez vu quand Regreg a combattu Poirès au Sénégal, le boucan que ça a fait. Vous avez vu il vient de combattre et il a fait l'une de sa plus grosses performances qui n'est jamais faite. Et vous voyez que ça fait un peu un pétard mouillé parce que le ONE FC, c'est le ONE FC, ils ne sont pas très chauds sur les poids lourds. Ok, ouais, donc pour toi, c'est surtout l'ONE FC qui est pas chaud pour les poids lourds plutôt qu'un problème d'organisation dans sa globalité. Parce que c'est vrai que personnellement, moi j'ai l'impression que le ONE FC, il y a eu une période où c'était en pleine croissance et là on est en. Tu vois, les Eddie Alvarez, les Dimitri Johnson, il n'y a plus trop d'activité. Ils ont signé Anissa Meksen qui a toujours pas fait de combat au ONE FC aussi. Enfin, tu es dans une situation où c'est un peu bizarre. Et puis c'est vrai que le fait de se dire, tu es obligé d'attendre 2 semaines avant d'avoir la diffusion de l'événement, bah aujourd'hui on est dans un monde, enfin pour moi, tu ne peux pas ne pas diffuser un événement en direct en fait. C'est incroyable, c'est vraiment terrible, quoi. Enfin, moi, j'ai mon collègue italien Lorenzo qui a eu son poids lourd Pirelli qui a combattu là-bas, c'est pareil. Il m'envoie le texto, il me dit ouais, mon gars a gagné et tout. Bon, on ne peut pas encore en parler. Je lui dis, j'essaie aussi, mon gars a gagné, mais on peut pas en parler. C'est assez bizarre, tu vois. C'est assez bizarre. Et puis, Anissa Meksen, enfin, je vois un peu sa communication. Enfin, c'est dur quand tu vois que ça se fait pas souvent, quand tu vois que son manager est en train de faire du harcèlement à Chatry en disant elle est prête, donne-lui un combat, elle est prête, donne-lui un combat sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose, ça sent un malaise. Parce que normalement, de manager à matchmaker, je parle directement à l'organisateur, je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour lui envoyer un message. Si je lui envoie un message à travers les réseaux sociaux, il y a un truc qui ne va pas. Anissa Meksen, elle devrait déjà avoir combattu depuis. Et elle est volontaire dessus. Je peux le dire aujourd'hui. Anissa Meksen était sur le point de combattre sur Arès. On a eu de très longues négociations avec Anissa Meksen, avec Benoît, son agent.
et, et puis finalement, elle a fait ce qui était le bon choix vis-à-vis de sa situation géographique déjà, puisqu'elle a décidé de résider dorénavant en Thaïlande. Au Tiger Muay Thai. Voilà, elle a fait le bon choix vis-à-vis de ce qui lui paraissait à l'époque substantiel. Mhm. Et pourtant, j'y suis allé. Hein. J'y suis allé, j'ai donné le meilleur pour. Elle a, enfin, je considérais que ce qu'on lui donnait en termes d'argent, c'était quelque chose d'assez décent. Elle aussi, d'ailleurs, son agent aussi, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies. En tout cas, le ONE FC aujourd'hui, euh, j'ai 2 athlètes au ONE FC et franchement, je ne sais pas quand c'est galère. Ouais. C'est vraiment une grosse galère. Et puis, simplement, je te dis, ils ont signé Vera, Ouais. le poids lourd, qui a été un brillant poids lourd à l'UFC. Il fait des combats, mais on n'entend pas parler. Euh, Exactement. ils ont réussi juste sur la famille Lee. Le Mhm. frère et la C'est sœur ça. Lee, c'est là où ils ont réussi. Le reste du temps, quand tu prends des mecs comme Dimitri Johnson et qu'on n'entend plus parler, c'est disparu. Ils ont disparu de la planète, quoi. Dimitri Johnson, c'est incroyable. Quand on disait qu'à l'UFC, on ne communiquait pas sur lui, l'UFC doit rigoler. L'UFC doit se dire, mais vous moquez de nous. Pendant longtemps, on a communiqué sur toi. Effectivement, tu n'étais pas un poids lourd, donc on ne pouvait pas parler de toi comme on parle de Stipe Miocic. Mais cependant, tu avais de la lumière. ONE FC, on l'a enterré, il a disparu. Donc, Eddie Alvarez disparu. Moi, je ne pense pas que c'était le bon choix. Je Mhm. pense que on a mis Francine, on a mis Francine Gano à l'UFC avec 4-1 ou 5-1, je crois, 4-1. Donc, il avait 5 combats. On a signé Cyril à l'UFC avec 2 combats. Il aurait patienté un peu, il aurait pu signer à l'UFC avec 2-3 combats. Ouais. Et là, il se battait avec des poids lourds de l'UFC. Et là, il apprenait avec l'UFC. Et là, il avançait à l'UFC. Je pense que s'embouber avec le ONE FC, ce n'était pas le bon truc. On verra bien pour la suite. Maintenant, on va passer à cette partie un petit peu plus actu dans sa globalité. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, parce qu'il y a eu quelques commentaires là-dessus, que Fernand, bien évidemment, parle de Francis. C'est juste que la semaine dernière, ce n'était pas le sujet. Et d'ici quelques épisodes, patience, parce que Fernand vous prépare une masterclass sur la preview Miocic Francis 2 qui va être à suivre le 27 mars, si je ne m'abuse, pour la ceinture heavyweight. Alors donc pour les actus dans leur globalité, on va commencer par le véritable séisme au KSW. Donc c'est la défaite de Saladin Parnasse par KO au premier round. On sait à peine ce qui a touché Saladin en fait. Peu importe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire Mhm. que c'est un faux débat. Ouais. Si je te frappe avec ma fesse et tu tombes KO, tu es KO. Enfin, Oui, complètement. voilà, qu'on soit d'accord dessus. Maintenant, ça n'enlève rien au mérite de Saladin. C'est un Mhm. accident. Tout le monde. Enfin, ça, ça arrive vraiment à tout le monde. Là, sur le prochain combat de Rosenstruck contre Cyril, tous les odds sont à mot de Cyril. Il est gagnant de très, très haut. Et puis, Rosenstruck, il est underdog. Mais ça peut très mal se passer. C'est-à-dire que Mhm. ça n'a rien enlevé au mérite de Cyril et à l'amour et le respect que je porte à ses compétences sportives. Je pense que Saladin Parnasse, c'est un virtuose. Je pense que c'est l'un des athlètes, 23 ans. Mais vous êtes fous, les gars. Le mec, il n'a même pas un quart de siècle. Il n'a même pas un quart de siècle et il est déjà, Champion. voilà, il est déjà au toit de l'Europe, quoi. Enfin, donc, je n'ai aucune inquiétude sur son retour. Mhm. Je pense que c'est une erreur de vouloir retirer le respect à Torres. Je pense que ça ternit l'image de Saladin. Je Mhm. pense que faut, même si on est super fan de Saladin, moi j'aime beaucoup Saladin dans le sens sportivement parlant. Je trouve que Ouais. c'est un athlète assez complet. Et je trouve que c'est un athlète euh, intelligent dans ses choix. Mais voilà, son interview après le combat, ça se passe quelques minutes après le combat. Ça se voit qu'il n'a pas encore tout, il n'a pas encore repris toutes ses consciences. Enfin, il dit,
il dit que c'est même pas un point, c'est un biceps qui m'a frappé. Peu importe ce qui a frappé, en fait. Si tu es KO, tu es KO. Et donc, je pense qu'il est le champion en titre, Undisputed. Il a le droit à un match de revanche direct. Il va avoir son match. Il va remettre les pendules à l'heure rapidement. Et puis, il sera meilleur combattant. Enfin, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que Georges Saint-Pierre devient le coach après la défaite de Matt Serra. Oui, c'est un accident, mais l'OMMA n'est qu'un accident, en fait. Conor bat JSP sur un accident. Tout est un accident. Enfin, c'est inutile de dire à mon élève, t'inquiète pas, c'est juste un accident, ça ne sert à rien. Enfin, l'OMMA est un accident. On bat les gens par accident, on met les clés de talon par accident. Enfin, il n'y a rien de... Si le mec ne balance pas son bras, le biceps ne touche pas. C'est ça. Si Salah monte son bras gauche, à ce moment-là, le biceps touche le bras gauche et pas la tête de Salah. Donc, si tu veux, c'est un débat inutile. Est-ce qu'on peut rechanger la décision de l'arbitre? C'est trop tard. Le petit va grandir, ça va rien lui enlever de bon. Et je pense que pour nous, pour l'OMMA français, c'est un vrai séisme, comme tu as dit. Et c'est une journée maudite. Noir, parce qu'il y a eu... Risken Zouak, voilà quoi. J'aurais souhaité qu'on switch d'arbitre, qu'on passe l'arbitre de Saladin à Risken Zouak. D'accord. La chance passe de notre côté parce que Risken Zouak, elle commence le combat. La fille, elle est très forte en Muay Thai, très solide en jiu-jitsu brésilien, dont tu n'as que la dimension du milieu où tu es fort. Risken boxe correctement, elle lui passe un back-fist, elle fait KO. Ce n'est pas un knockdown, c'est un KO. Ouais. Elle tombe, elle est KO, tu vois. Mais il n'y a rien à dire. C'est une défaite parce que, bon, voilà, l'arbitre a décidé qu'il donnait un peu plus de temps. Il a donné beaucoup de temps. Elle a pris beaucoup de coups inconscients. Elle a récupéré, elle a été consciente et elle a fini par soumettre Rizin. Donc, il n'y a rien à dire. Grosse défaite. Défaite d'Alex Laoré aussi. Ouais, par décision partagée. Par décision cette fois-ci. Voilà, journée noire pour l'OMMA français, mais encore une fois de plus, Rizin va revenir en force. Elle a déjà deux combats signés, donc elle va revenir tout de suite dans la foulée, même si c'est un peu plus grave pour elle parce qu'elle n'est plus aussi jeune que Saladin Parnasse qui n'a que 23 piges. Encore une fois de plus, Salah, elle a le temps de faire ce qu'il veut. Je l'aurais passé à l'UFC. D'accord, ok, plutôt que le KSW. Est-ce que tu peux comprendre, toi, qu'il y a aussi peut-être, je pense, ce côté financier, parce que c'est vrai que le KSW, c'est une organisation gigantesque, peut-être la plus grosse organisation européenne, ils remplissent des stades, il y a un système de pay-per-view, et leur plus gros star gagne plus de 200 000 par combat, et puis aussi, tu sais, que ça lui permet quand même de poursuivre sa croissance, puisqu'il n'a que 23 ans. Alors, et qu'il est aussi en featherweight, qui est une catégorie quand même du monde. Voici mon point de vue. Mon point de vue, c'est que tôt ou tard, il va y aller. Ok. Je ne crois pas un seul instant qu'il y ait un mec qui ne veuille pas y aller. Même Mansour Banawi qui a gagné 1 million, il veut y aller. Tôt ou tard, tu veux, pas parce que tu veux des sous, parce que la vie n'est pas que des sous, parce que tu vas accomplir quelque chose, parce que tu veux finaliser le bout de ton processus. Et je dis simplement que tu as le choix d'apprendre avec une ligue moyenne ou tu as le choix d'aller apprendre avec les tops du top. Quitte à ce que tu fasses une mauvaise performance, quitte à ce que Ces discours-là, on l'a vu avec Tom Duquesnoy. Non, je suis très intelligent, je refuse l'UFC, je ne vais pas à l'UFC parce que j'y vais quand je suis prêt. J'y irai quand je serai prêt. Il a été prêt, il a patienté, il a été prêt, reprêt. Et quand il était enfin prêt, il est parti à l'UFC et on voit ce qui s'est passé. Il n'y a jamais, tu ne peux pas être prêt dans une ligue où tu n'es pas, tu ne peux pas être apprêté dans une ligue où tu n'es pas prêt. C'est un discours que je ne comprends pas. Donc, attention, beaucoup de respect pour ceux qui gèrent ces mecs-là et qui décident de leur donner ces carrières-là. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. Je donne mon petit avis. C'est juste un avis que je donne en disant
cet accident-ci là qui arrive à Salah, si ça arrive à Salah quand il est à l'UFC, mais c'est un apprentissage de malade. John Jones a été le plus jeune champion de l'UFC. On aurait pu dire, mais John Jones, tu vas où? Tu n'as même pas 10 combats, qu'est-ce que tu vas faire à l'UFC? Attends, tu vas te faire ta main, tu vas combattre au Strike Force, au machin. Non, il y est allé. Et aujourd'hui, quitte à ce que tu reviennes, quitte à ce que tu échoues, il y a des champions de l'UFC qui ont échoué. Comment il s'appelle le champion gaucher à 77 kilos qui échoué de l'UFC, qui est revenu à l'UFC? Ah oui, Robbie Lawler, qui était Robbie parti Lawler, ensuite. voilà, c'est pas un problème. Ce que je vais dire juste, c'est que... Mais après, Robbie, il n'avait jamais eu cette carrière-là, dans le sens où, je sais pas comment, dans le sens où, tu vois, un Saladin Parnasse arrive avec ce bilan, tu vois, de 14-0 auparavant, la 14-1. C'est pas quelqu'un qui arrive où les gens, ils disent, bon, bah, il vient juste quelque part pour faire quelques combats à l'UFC. T'as ce côté, peut-être, l'histoire est un peu en marche, d'une certaine manière. Voici mon truc, je vais être prudent. Je prends toutes les précautions oratoires. Je demande pardon en avance si je m'avance sur des choses que je ne connais pas et que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de sa gestion de carrière. Je n'ai aucune perfection dans la gestion de carrière. C'est très dur les choix. Moi, à l'époque, j'ai un combat, par exemple, qui est un cauchemar pour moi. Je reviens dessus à chaque fois quand je pense au combat, au combat où j'emmène Taylor Lapillus en Russie, où il va combattre contre Laurentiev, qui est un mec très, très fort. Je le sais, ce n'est pas qu'il m'a surpris, je sais qu'il est très fort. Mais en fait, moi, je suis à la course d'aller chercher le plus gros mec placé sur le ranking pour que ça puisse donner du ranking à Taylor Lapillus et qu'il puisse refaire sa marche en avant vers l'UFC. Et je prends cette marche-là, sauf que je suis sur un territoire inconnu. Le mec, il passe son temps à faire du judo dans l'OMMA. Quand je parle de judo, c'est qu'il enfonce ses doigts dans les gants de Taylor et il a le kumikata et il peut faire tomber Taylor. Donc, qu'on se mette d'accord, c'est une erreur. C'est un combat que je regrette où j'ai eu des larmes. Ça aurait pu être, il a perdu à la décision très, très serrée. Hein. Ça aurait pu être une victoire de Taylor. Mais voilà, donc je suis archi prudent quand je parle. Je reviens donc sur le cas de Salah en disant que on peut parler d'argent et se dire Mansour Banahu peut gagner 1 million tout de suite et prendre le risque de ne pas avoir la carte de visite de UFC Veteran avec ce qui va avec, ou alors il peut passer dans l'UFC et aller gagner ces millions-là à l'UFC aussi. C'est-à-dire que l'UFC, c'est ça le truc, c'est que dans un premier temps, il te donne un faible revenu, c'est ça. Mais tu sais que si tu es bon, si tu es vraiment bon comme tu prétends que tu es bon, bah tu iras jusqu'au bout de la chaîne. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que je... C'est-à-dire que si tu es bon, tu n'as pas à te prendre la tête. C'est la réflexion que je me dis. Encore une fois de plus, ça c'est de la prudence. Je ne sais pas ce que les autres vivent. Je sais juste que dans mon choix, aujourd'hui, le Glory est en galère. Ils ont besoin de poids lourds pour affronter Rico. On a le contrat sur la table. Je l'avais le contrat déjà. J'avais négocié le contrat. Il était là, signé, validé. De Cyril qui va faire un combat. Ensuite, le deuxième combat, c'est contre Rico. Et ensuite, je fais machine arrière pour aller demander au Glory de le mettre en retraite. Parce qu'on sait qu'on a besoin qu'il aille faire l'UFC. Et pourtant, il prenait un quart de ce que le Glory lui donnait à l'UFC. Ok. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on mise sur le futur. Il galère, et là, on n'est même pas encore arrivé. Il est encore loin de la ceinture, mais ce qu'il prend aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le poids lourd du Glory touche ça exactement. Donc voilà la manière, c'est ma vision des choses en disant, OK, Salah, il a un meilleur salaire aujourd'hui, il est bien, mais quand le contrat s'est terminé, moi, je l'aurais mis où il y a... Salah peut faire des dégâts à l'UFC. Je l'aurais mis où il fait des dégâts. Quand il t'arrive des accidents à l'UFC, ce n'est pas un grand problème.
voilà, tu avances, tu fais ton chemin, tu fais le chemin de Connor ou tu fais le chemin je sais pas comment il s'appelle, le gars qui vient du PFL, Oui, Justin Gagey. Justin Gagey, tu fais ton chemin comme tu veux, mais tu es dans le vrai challenge, tu es Ouais. dans la vraie com, on peut dire ce qu'on veut. La com du KSW ne va pas être la même que celle de l'UFC. L'exposition ne va pas être la même. Donc, c'est ça. Tu te dis, je prends un peu moins d'argent, je prends un peu plus de lumière, ensuite, je vais faire quelque chose. Voilà. C'est comme ça que je pense, pas que du cas de ça, là, en général, de me dire, encore une fois de plus, peut-être je me trompe, encore une fois de plus, peut-être, et je demande pardon à ceux qui vont trouver que je m'avance et que je me trompe, mais voilà, c'est mon point de vue. Et ça va être la dernière question avant de conclure cet épisode. Et petit teasing sur la semaine prochaine, on s'intéressera au prochain UFC 258 Burns contre Kamaru. Alors là, c'est plus, on va dire globalement, toi, tu as eu cette expérience d'emmener un athlète à l'UFC jeune en la personne de Taylor Lapus et puis même Véronica Macedo qui est assez jeune. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il peut y avoir peut-être ce côté, il faut avoir une certaine maturité avant d'arriver à l'UFC et que finalement, les exemples du type Max Holloway qui arrive à 21 ans, ça peut être compliqué à gérer. Non, sincèrement, il faut aller vérifier. Encore une fois de plus, il faut aller vérifier. J'ai amené Taylor à l'UFC, je ne regrette pas du tout. Ah non, mais moi, c'était plus dans le sens où, tu vois, tu as eu des jeunes et tu as eu des personnes qui étaient un peu plus âgées à l'UFC. Toi, ton ressenti dans la gestion par rapport à ça. C'est pour ça que je te dis que vraiment, de manière très objective, je me dis vraiment très objective, quand j'ai signé Taylor à l'UFC, j'ai été déchiré en France sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes ne comprenaient pas qu'on puisse mettre un mec aussi jeune. Il avait 8 combats de pancras. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on ne se rend pas compte combien de fois l'être humain évolue juste parce qu'on lui a donné une mission. Quand tu te sens investi de la mission de prouver que tu fais partie de l'élite, tu deviens l'élite. Les performances sportives d'Alan Bodo, de sa signature en very, very short notice récemment, avec maintenant son préparateur physique, il est choqué. Le préparateur physique d'Alan dit, je n'ai jamais vu ça de toute mon histoire, de ma carrière. Hugo Martego, il dit, l'évolution, c'est exponentiel parce que la prise de conscience d'Alan Bodo de se dire, bon, c'est bien beau, j'y suis déjà, mais là, il ne faut pas que je me loupe le prochain combat. Le premier combat, je me suis loupé, short notice, mais là, je ne peux pas me louper. Il va apprendre, il va se battre. Et il a un métier, il est là-dedans. Et le temps va passer, il va prendre l'expérience. Il faut savoir que tu arrives à l'UFC avec 30 combats, tu es payé 2500 par Reebok ou Venom quand ça va arriver. Tu arrives à l'UFC avec 10 combats et au bout de 30 combats, tu te mets à toucher 100 000 par Reebok. L'expérience dans l'UFC fait qu'on te paye plus si tu es sur PlayStation, si tu es sur UFC, le jeu vidéo, si tu es sur sponsorisé. Le temps passé à l'UFC capitalise ton nom. Ton nom est une société que tu vas capitaliser par le fait de le vendre tous les week-ends. Quand il y a une Fight Week, il y a une fenêtre de tir où tu vends ton nom. Tu ne peux pas arriver le tard et dire non, j'arrive quand je suis mature. Va apprendre dans l'UFC. Va dans l'UFC et apprends. Et effectivement, Taylor est arrivé à l'UFC archi jeune. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez taper sur Google. Taylor a été élu sur le top. Au bout de 2 combats, il a été élu sur le top 5 des meilleurs entrées à l'UFC. Sur ses 2 premières victoires. Ensuite, il perd un combat au Mexique. Décision très serrée. Ensuite, il gagne un autre combat par un vétéran, un Brésilien. Et puis, il sort. La suite, c'est une catastrophe. C'est un séisme, effectivement. Cependant, le petit, il a appris. Quand tu ressors de là, tu as une maturité. Non, je pense pas que. Je pense qu'il faut apprendre sur place cette maturité. La maturité du Bama, la maturité du Cage Warrior, la maturité du KSW n'est pas la maturité de l'UFC.
Aujourd'hui, les jeunes arrivent à l'UFC très tôt. Et la maturité de la vie de tous les jours, de ce qu'on appelle l'âge biologique, n'a rien à voir avec la maturité de l'âge professionnel. Bien sûr. Laissons le jeune aller apprendre. Eh ben voilà, merci beaucoup, mon cher Fernand. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h. C'est le nouveau rendez-vous King and the G avec Masterclass sur Masterclass de Fernand Lopez sur différents sujets. N'hésitez pas donc à vous abonner, balancer les pouces bleus. Et surtout, si vous avez des besoins, des questions à poser à Fernand, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et il sélectionnera minutieusement une question et il y répondra la semaine prochaine. C'est ce que j'allais dire. On a été débordé cette semaine, mais il y a quasiment, on est à combien? 450 commentaires sur, je ne sais pas exactement quoi. Je vais regarder. Ça fait beaucoup, mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre à répondre à des questions qui me seront posées. 466. 466 commentaires. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Continuez à cliquer sur la cloche. Continuez à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à mettre les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Hein. N'hésitez pas à être force de proposition sur les sujets et on va en parler. Mais en tout cas, voilà, les questions qui me seront posées, je vais choisir quelques-unes et puis j'irai sur les commentaires commenter. Encore merci, Monsieur G. Et puis, à bientôt. Et oui, à bientôt. Et puis, sachant que maintenant, nous sommes sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, enfin, toutes les plateformes également de streaming pour ceux qui écoutent en format podcast. Voilà, à bientôt. Il est bon, Monsieur G.